Fermez les yeux un instant. Vous imaginez Rome. Des colonnes majestueuses, des toges blanches immaculées, des banquets remplis de fruits juteux, de coupes de vin étincelantes, de gladiateurs héroïques combattant dans l'arène, applaudis par une foule en délire. Voilà l'image que l'on a tous en tête. Une Rome idéalisée, une Rome de cinéma. Mais la vérité, elle est bien différente. Derrière les fresques colorées et les marbres étincelants, Rome était une ville, suffocante, bruyante, crasseuse, dangereuse. Et vous, habitués à vos lits douillets, à votre douche chaude, à votre frigo rempli, vous n'y tiendriez pas 5 minutes. Car dans la Rome antique, on ne dort pas paisiblement. On ne mange pas à sa faim. On ne respire pas un air pur. Chaque jour est une lutte, même pour les citoyens libres. Et pour les esclaves, c'est une vie d'effort et de douleur. Ce soir, je vais vous emmener dans cette Rome-là, la vraie, celle que les manuels scolaires oublient souvent, celle que les historiens connaissent, mais que peu de gens osent raconter en détail. Alors installez-vous, allongez-vous confortablement, respirez lentement, laissez vos paupières s'alourdir, car voici un voyage dans le passé qui ne vous laissera pas indifférent. Nous sommes au 1er siècle de notre ère, l'Empire romain est à son apogée, et Rome, sa capitale, est la plus grande ville du monde antique, près d'1 million d'habitants. Imaginez cette fourmilière humaine. Des rues étroites bondées de passants, de charrettes grinçantes, d'animaux qui courent, de vendeurs qui crient, des odeurs fortes, le pain qui cuit dans les fours, le poisson qui pourrit sous le soleil, la fumée du bois, l'urine, le sang des sacrifices. Partout, du bruit, de la poussière, de la vie. Les élites habitent dans de splendides villas, sur les collines. Elles ont de l'espace, des jardins, des esclaves pour les servir. Mais la majorité vit entassée dans des immeubles insalubres, les insulae, des bâtiments de 4, 5, parfois 6 étages, construits en bois et en briques mal cuits, fragiles, souvent humides, menacés par les incendies ou l'effondrement. On y entasse familles, esclaves, artisans, animaux. Les murs sont fissurés, les plafonds coulent. Les toilettes? Rarement dans l'immeuble. Alors on jette parfois le contenu du pot par la fenêtre. Le sol de Rome, c'est une boue de poussière, de restes de nourriture, de sang, de crottins d'âne. Marcher, c'est déjà risqué. Rome, c'est le luxe et la misère. Un sénateur se fait porter en litière, entouré d'esclaves parfumés, pendant qu'à quelques rues de là, un ouvrier porte des briques toute la journée, les épaules en sang. Dans une villa, on festoie avec des huîtres venues de lointaines, provinces, tandis que des enfants des insulas grignotent un quignon de pain durci. Et pourtant, tout le monde cohabite dans ce tumulte, car Rome, c'est le cœur d'un empire immense. Les routes mènent toutes vers elle. Les caravanes apportent blé, vin, huile, esclaves. Le Tibre transporte marchandises et immondices. Fermez encore les yeux. Vous êtes un Romain ordinaire, un petit artisan ou un esclave, ou même un simple citoyen pauvre. Le matin, vous vous réveillez dans une pièce sombre, humide. Peut-être partagez-vous le lit avec vos enfants, sur une paillasse infestée de puces. Vous vous étirez, déjà fatigué, car la nuit n'a pas été reposante. Les bruits des voisins, les cris dans la rue, la fumée des foyers vous ont empêché de dormir profondément. Vous sortez, l'air est épais, chargé de fumée et d'odeur. Dans les rues étroites, les marchands commencent déjà à crier. Des esclaves portent de l'eau dans de grandes jarres. Les artisans ouvrent leurs échoppes. Des enfants jouent au milieu, des détritus. Et là, vous réalisez, il n'y a pas d'endroit calme, pas de silence, pas de répit. Rome est grandiose, mais Rome étouffe. Les murs des temples sont magnifiques, les arcs de triomphe impressionnants. Mais derrière ces façades, il y a la crasse, la faim, la peur. Chaque jour, des rumeurs circulent. Un incendie a ravagé un quartier. Une insula s'est effondrée. Des esclaves se sont rebellés. Un sénateur a été assassiné. La vie est fragile. Et dans cette capitale survoltée, un seul faux pas peut vous coûter cher. Alors ce soir, laissez-moi vous guider.
Pendant près de 2 heures, nous allons marcher ensemble dans les rues de Rome. Nous irons voir comment les gens mangent, dorment, travaillent. Nous irons au thermes, au cirque, dans les tribunaux, dans les temples. Nous suivrons les pas d'un Romain ordinaire. Et à chaque étape, vous verrez à quel point il est difficile d'y survivre. Mais avant de commencer, si vous aimez ces récits, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Histoire Cocasse. Vous ouvrez les yeux. Autour de vous, il fait encore sombre. La lumière du matin filtre à peine par une petite ouverture qui sert de fenêtre. L'air est lourd, humide, chargé d'odeurs de fumée et de poussière. Vous êtes à Rome, au cœur du plus grand empire du monde antique. Mais vous n'êtes pas un sénateur en toge blanche, ni un général couvert de gloire. Vous êtes un simple citoyen pauvre, ou peut-être même un esclave, logé dans une insula, un immeuble collectif comme on en construit partout dans la ville, pour abriter des centaines de milliers de gens comme vous. L'insula est haute, fragile, faite de bois et de briques mal cuites. Elle craque sous son propre poids. Les murs sont si minces que vous entendez vos voisins ronfler, tousser, se disputer. Les enfants pleurent dans la pièce d'à côté. Chaque nuit, vous dormez avec la peur que l'immeuble s'effondre. Juvénal, un poète romain, l'écrivait. Déjà, à Rome, l'homme pauvre vit sous des toits qui menacent de s'écrouler à chaque instant. Et cette peur n'est pas exagérée. Les effondrements sont fréquents, les incendies aussi. Une simple lampe renversée, et tout l'immeuble part en fumée. Votre logement se résume à une seule pièce, étroite, sombre. Le sol est en terre, battu ou en pierre froide. Vous dormez sur une paillasse infestée de puces, partagée avec vos enfants. Les couvertures sentent l'humidité et la sueur. Les poux, les rats et les moustiques vous tiennent compagnie. En hiver, le froid pénètre par les fissures des murs. En été, la chaleur est étouffante, car l'air ne circule pas. Si vous avez une petite ouverture, elle donne sur une rue bruyante et poussiéreuse. Dehors, le vacarme de Rome est constant. La nuit, les charrettes circulent, car on interdit aux véhicules de rouler le jour dans les rues étroites. Les roues grincent, les mulets braient, les cochers crient. Martial, un autre poète romain, se plaignait de ne jamais trouver le silence tant la ville bruissait. Le jour, le bruit change, mais ne s'arrête jamais. Les vendeurs ambulants crient leurs marchandises, les artisans martèlent, les musiciens de rue jouent des airs discordants. Des enfants courent, des chiens aboinent, des esclaves hurlent sous les coups. Même la nuit, les tavernes restent ouvertes. On y boit, on y chante, on y insulte. Le vacarme monte jusque dans votre chambre. Vous n'avez jamais vraiment de répit. L'air, lui, est irrespirable. Les pots de chambre se vident par les fenêtres. On crie « Gare à l'eau !» et un liquide brunâtre tombe sur la rue, parfois sur les passants. Les latrines publiques existent, mais elles sont rares et bondées. L'odeur y est insoutenable. Dans les marchés, le poisson séché pourrit au soleil. Les boucheries abattent des bêtes sur place. Le sang coule dans les caniveaux. Les tanneurs travaillent les peaux avec de l'urine, qui dégage une puanteur âcre. Les teinturiers manipulent des produits chimiques qui empestent. Ajoutez à cela les déjections des animaux, chevaux, mulets, chiens errants, et le sang des sacrifices qui s'écoule devant les temples. Même le pain, votre nourriture principale, n'est pas appétissant. Le blé, importé en masse d'Égypte, sert à nourrir la plèbe. Mais le pain est noir, grossier, plein de son, parfois mélangé à du sable. Il use vos dents plus qu'il ne vous nourrit. La viande est rare, réservée aux riches. Le poisson séché est plus courant, mais il est salé à l'excès et parfois avarié. On le masque avec du garum, cette sauce de poisson fermenté que les Romains adorent. Pour un palais moderne, l'odeur serait insupportable. Pour vous, c'est un goût familier. Le matin, vous avalez un morceau de pain rassis, trempé dans du vin aigre. Le midi, une bouillie de céréales, un peu de légumes secs, des fèves ou des pois chiches. Le soir, encore du pain, peut-être un morceau de fromage ou un oignon cru. Parfois, si la chance est de votre côté, un voisin partage un plat de ragoût. Mais la faim est toujours là, tapis. Rome dépend entièrement des cargaisons de blé venues d'Afrique et d'Égypte.
quand une tempête retarde les navires, les prix flambent, la colère gronde. L'État organise alors des distributions gratuites, la nonne. Mais il faut faire la queue des heures, sous le soleil, avec la peur qu'il n'y en ait pas assez. Votre journée est rythmée par le travail. Si vous êtes artisan, vous ouvrez tôt votre atelier. Forgeron, cordonnier, potier. Vos mains sont couvertes de callosité, vos poumons pleins de fumée. Si vous êtes porteur d'eau, vous traversez la ville avec des amphores sur le dos. Si vous êtes docker, vous déchargez les navires sur le Tibre, dans la poussière et la sueur. Si vous êtes simple journalier, vous attendez chaque matin sur une place, espérant qu'on vous engage. Les enfants aussi travaillent. Pas d'école gratuite obligatoire. Beaucoup apprennent en aidant leurs parents. Et si vous êtes esclave, votre sort est encore plus dur. Vous pouvez être cuisinier, instituteur, comptable, si vous avez eu la chance d'être instruit. Mais la plupart travaillent dans les mines, les champs, les cuisines, les chantiers. Ils sont battus, enchaînés, épuisés. Certains espèrent être affranchis. La majorité mourra sans jamais connaître la liberté. Les dangers sont partout. L'incendie est la menace la plus constante. Les insulae, faites de bois, s'embrasent vite. Une lampe à huile suffit. Le grand incendie de Rome en 64, sous Néron, a dévasté la ville. Mais même sans catastrophe, de petits feux éclatent chaque semaine. Les effondrements sont aussi fréquents. Des familles entières meurent écrasées sous les gravats. Et la criminalité rôde. La nuit, marcher seul. C'est risquer de se faire détrousser, battre, poignarder. Les voleurs pullulent. Les gangs contrôlent certains quartiers. Même de jour, les disputes dégénèrent. La police existe, mais protège surtout les riches. Pour vous, il n'y a que la peur. Pourtant, la vie n'est pas que misère. Les enfants inventent des jeux avec des noix, des eaux polies. Les adultes se retrouvent dans les tavernes. Ils boivent du vin coupé d'eau, jouent au dé, chantent. Les femmes échangent au marché, se racontent les nouvelles. Les bains publics offrent une parenthèse. On s'y baigne dans une eau trouble, on s'y repose, on y discute. Ce sont des moments précieux, fragiles, mais indispensables. Les auteurs antiques le confirment. Martial se moquait des logements si exigus qu'on ne pouvait pas y étendre les bras. Juvénal dénonçait le vacarme, la peur des effondrements. Sénèque critiquait l'injustice sociale, les excès des riches. Tous savaient que Rome était fascinante et invivable à la fois. Alors, pourriez-vous vivre ainsi, dans un appartement sombre, infesté de parasites, menacé d'incendie, avec du pain dur, de l'eau douteuse, des nuits sans sommeil, avec la faim, la fatigue, la peur constante? Pour vous, habitués au confort moderne, il suffirait de quelques heures pour céder. Et pourtant, pour des centaines de milliers de Romains, c'était le quotidien. Une vie dure, mais une vie tout de même, remplie de cris, de rires, de prières, de rêves. Quand on pense à Rome antique, on imagine des aqueducs qui découpent l'horizon, des fontaines ruisselantes dans chaque quartier, et surtout ces immenses thermes de marbre, où citoyens et esclaves se pressent pour profiter d'un luxe partagé. On parle d'une civilisation qui aurait inventé l'hygiène moderne. Mais derrière l'image idéalisée, derrière la pierre et les mosaïques, se cache une réalité bien plus sombre. Car pour la majorité des habitants, l'eau, les bains et la médecine n'étaient pas synonymes de santé, mais souvent de maladie, de douleur et de mort. Vous vous réveillez, encore une fois, dans une insula. Le sol en terre battue colle à vos pieds nus. Votre paillasse est humide, infestée de puces. Vous vous levez en étouffant un bâillement. Vos cheveux sont gras, votre bouche pâteuse. Vous n'avez rien pour vous laver, sauf un broc d'eau, trouble, tiré la veille à la fontaine publique. Vous vous aspergez le visage. L'eau sent un peu le métal, car elle a stagné dans des conduites de plomb. Elle est tiède, presque sale. Et pourtant, c'est votre seule ressource. L'idée d'un robinet, d'une douche claire, vous serait incompréhensible. Rome, pourtant, est la ville de l'eau. Les aqueducs apportent chaque jour des millions de litres depuis les collines lointaines. Les riches en profitent. Leurs villas sont traversées de canalisations privées, leurs jardins ornés de bassins. Vous, simples citoyens, devez marcher.
Chaque matin, vous descendez les ruelles pour atteindre une fontaine. Vous y trouvez des dizaines d'autres habitants venus remplir leurs cruches. Des chiens boivent à même le bassin. Des enfants jouent, se rinçant les pieds. L'eau clapote, se souille. Vous remplissez votre jarre, la hissez sur votre dos et retournez à votre logement. C'est lourd, fatigant et jamais suffisant. Et même si l'eau paraît limpide, elle est trompeuse. Les conduites de plomb la contaminent. Le plomb s'infiltre dans l'organisme, provoquant migraines, tremblements, infertilité. Les Romains ne le savent pas. Certains médecins soupçonnent vaguement une nocivité, mais le métal est trop pratique. Alors chaque jour, vous absorbez des gouttes invisibles de poison, lentement, inévitablement. Pour se laver vraiment, il y a les thermes. C'est l'orgueil de Rome, le cœur battant de la cité. Les thermes de Caracalla ou de Dioclétien, plus tardifs, sont gigantesques, capables d'accueillir des milliers de personnes. Mais déjà, à votre époque, ils sont nombreux, répartis dans toute la ville. Pour quelques sesterces, vous franchissez leurs portes. Vous laissez vos vêtements à un esclave. Vous entrez dans le tépidarium, tiède, enveloppé de vapeur. Vos muscles se détendent. Puis vous passez au caldarium, brûlant, où la chaleur vous fait suer abondamment. Votre peau est enduite d'huile. Un esclave vous gratte ensuite avec un strigile, un instrument de métal recourbé qui enlève sueur, poussière et graisse. La sensation est étrange, parfois douloureuse. Enfin, vous plongez dans le frigidarium, une piscine d'eau glacée. Le choc est brutal. Votre peau picote, votre souffle se coupe. Vous ressortez vivifié. Mais derrière cette expérience, un danger se cache. Les thermes sont bondés. Des dizaines d'hommes, parfois des centaines, partagent la même eau. Les harems bassins ne sont pas changés après chaque passage. Les cheveux flottent à la surface, la graisse tapisse les bords. Les strigiles passent de main en main, transmettant des verrues, des infections cutanées. L'eau, loin d'être purificatrice, devient un bouillon de culture. Les Romains l'ignorent. Pour eux, se baigner, transpirer, se parfumer, c'est l'hygiène. Mais vous, modernes, attraperiez rapidement une infection. Et encore, tout le monde n'y a pas accès régulièrement. Les plus pauvres ne peuvent pas toujours payer l'entrée. Certains se contentent d'un bain hebdomadaire, voire mensuel. Le reste du temps, ils s'essuient sommairement avec de l'eau froide, quand ils en ont. Le parfum remplace le savon. On se couvre d'onguents odorants, de poudre. Les vêtements, eux, sont lavés dans des phulonicae, des ateliers de foulons. Là, on bat le linge dans l'urine. Oui, de l'urine humaine, récoltée dans des jarres disposées dans la rue. L'ammoniac agit comme désinfectant et détachant. Des esclaves plongent les tissus, les piétinent des heures durant. Le linge en ressort plus clair, mais l'odeur tenace persiste. Quand vous enfilez votre tunique propre, elle sent encore un mélange d'urine et de sueur. Et vos dents, pas de brosse à dents, pas de dentifrice. Certains mâchent des bâtons de bois, d'autres se rincent la bouche avec du vinaigre. Mais les caries s'installent, les abcès gonflent. La douleur est constante, atroce. Quand elle devient insupportable, il n'y a qu'une solution, l'extraction. On vous attrape, on enfonce une tenaille, on tire. Vous hurlez, le sang jaillit, pas d'anesthésie, pas d'antibiotiques. Vous pouvez mourir d'infection quelques jours plus tard. Voilà le sort réservé à vos dents. La médecine romaine, elle, oscille entre savoir et superstition. Certains médecins sont célèbres, comme Galien, qui disséquait des animaux pour comprendre le corps humain, ou Cels, qui rédigeait de véritables traités. Mais pour le peuple, la plupart des soins viennent de charlatans. On croit aux quatre: humeur, sang, bile jaune, bile noire, flegme. Être malade, c'est avoir un déséquilibre. Alors on vous saigne, on vous purge, on vous fait vomir, on vous administre des cataplasmes de miel, de graisse, de cendre. On vous conseille des amulettes, des prières, des sacrifices. Vous avez de la fièvre? On vous ouvre une veine pour faire sortir le mal. Vous toussez? On vous donne des décoctions d'herbes, de l'oignon, du vinaigre. Vous êtes épileptique? On dit que vous êtes possédé, maudit par les dieux.
Certains recommandent de porter une amulette en forme de phallus pour éloigner le mal. Les maladies, elles, sont partout. Rome est construite sur un marécage. Le Tibre charrie ses miasmes. Les moustiques pullulent, transmettant la malaria. La tuberculose se propage dans les logements exigus, dans la promiscuité. La dysenterie emporte des enfants entiers, victimes d'une eau souillée. Les parasites intestinaux sont la norme. Tout le monde a le ventre gonflé, douloureux. Les médecins décrivent des vers longs de plusieurs centimètres. Mais personne n'en connaît la cause. On accuse l'air, les mauvais vents. La mortalité infantile est effroyable. La moitié des enfants meurent avant 10 ans. Une simple diarrhée, une fièvre, et la vie s'éteint. Les femmes, elles, perdent le prix de chaque naissance. Sans asepsie, sans instrument, l'accouchement est une loterie. Beaucoup meurent à d'hémorragie, d'infection. L'espérance de vie globale ne dépasse pas 30 ans. Non pas que l'on vieillisse vite, mais parce que la mort frappe dès l'enfance, à chaque âge. Imaginez une scène. Dans une ruelle sombre, une femme accouche. Ses voisines l'entourent. Pas de médecin. On prie Junon Lucina, déesse des naissances. On lui donne du vin pour calmer sa douleur. L'enfant naît, mais la mère saigne abondamment. On presse des linges, on supplie les dieux. La mère meurt, le bébé survit à peine. Voilà une naissance romaine. Autre scène, un esclave se coupe la main en travaillant. La plaie s'infecte. Son maître ne paie pas un médecin. On applique du miel, du vinaigre. La douleur augmente. La gangrène s'installe. L'odeur est insoutenable. L'esclave est abandonné, remplacé. Voilà la médecine des pauvres. Les remèdes étranges abondent. On recommande l'urine pour les brûlures, la cendre pour les plaies, le vinaigre pour les fièvres. On porte des amulettes contre le mauvais œil. On cloue des ex-voto en forme de bras ou de jambes malades dans les temples. On prie Apollon, Esculape, Isis. On croit plus aux dieux qu'aux médecins. Et vous, étrangers modernes, tiendriez-vous dans ce monde? Vos intestins, habitués à l'eau claire, s'aidraient vite. Vos dents, sans soin, s'empoisonneraient. Vos poumons, assaillis par la tuberculose, se rempliraient de sang. Chaque fièvre serait un risque mortel. Chaque plaie, une menace. Là, Rome antique, sous ses marbres et ses aqueducs, n'était pas une cité de propreté. Elle était une cité de maladies, d'infections, de douleurs. Une cité où l'hygiène, loin d'être protectrice, ouvrait la porte à 1000 dangers. Et c'est pour cela, plus encore que pour la faim ou la misère, que vous n'y tiendriez pas 5 minutes. Le soleil s'élève sur Rome, et déjà, la foule converge vers un édifice colossal, l'amphithéâtre Flavien, que nous appelons aujourd'hui le Colisée. De loin, ses arcs massifs dominent la ville. Les cris des marchands résonnent. « Fruits, noix, vin !» Les spectateurs se pressent, par milliers, jusqu'à remplir les gradins. Près de 50 000 personnes, serrées, vibrantes d'impatience. L'air est saturé de poussière, d'odeurs de sueur, de vin, de parfums bon marché. Le vacarme est assourdissant. Claquements de sandales, disputes, paris lancés à voix haute. Rome entière semble rassemblée ici. Vous prenez place, perdu dans la masse. Sous vos pieds, le sol tremble déjà. Car au centre, l'arène n'est pas silencieuse. Derrière les portes de bois, vous entendez les rugissements de lions, le barrissement d'éléphants, les grognements de sangliers. L'air vibre des cris des bêtes captives. Vous retenez votre souffle, le spectacle va commencer. Un cortège solennel entre dans l'arène. Les organisateurs, les prêtres, les magistrats, parfois même l'empereur en personne. Les trompettes résonnent, les chants s'élèvent. Puis, soudain, les portes s'ouvrent et les gladiateurs apparaissent. Casques brillants, boucliers, levés, files disciplinées. Ils saluent le public, frappent leurs armes contre leurs boucliers. La clameur explose, la foule les acclame comme des héros ou les insulte comme des esclaves, car les gladiateurs sont à la fois méprisés et adorés. Leur vie est courte, mais leur gloire immense. Le combat commence. 2 hommes s'avancent. Un murmillot, armé d'un large bouclier et d'une épée courte, affronte un rétiaire, presque nu,
armé d'un filet et d'un trident. Le contraste est saisissant. Le murmillot avance, lourd, protégé. Le rétiaire esquive, virevolte, lance son filet. Le public retient son souffle. Les premières passes sont prudentes, puis la violence explose. Le trident frappe le bouclier, l'épée tranche l'air. Le murmillot chute, le rétiaire tente d'attraper sa jambe. Le public hurle, certains crient son nom, d'autres l'insultent. La tension est insoutenable. Enfin, le murmillot se relève, blesse son adversaire. Le filet tombe. Le rétiaire s'effondre. Le murmillot lève son épée. Le sort du perdant appartient à la foule. Yugula, tue-le, hurlent certains. D'autres, criant, mythe, épargne-le. L'empereur observe, son pouce décide, parfois la grâce, parfois la mort. Le silence tombe une seconde, puis le geste est fait. Si c'est la mort, l'épée s'enfonce, le sang jaillit, l'arène rugit. Les spectateurs applaudissent, certains rient, d'autres tremblent d'excitation. Vous, modernes, détourneriez le regard. Eux, Romains, savourent chaque instant. Les combats ne sont pas les seuls spectacles. Le matin, souvent, on organise les venationes, les chasses aux bêtes. Les portes s'ouvrent et surgissent des lions, des tigres, parfois même des rhinocéros ou des crocodiles, ramenés des confins de l'Empire. La foule est en délire. Les bêtes rugissent, bondissent, déchirent. Des chasseurs spécialisés, armés de lances et de filets, affrontent ces monstres venus d'Afrique ou d'Asie. Le sable se teinte de sang. Les bêtes tombent, transpercées. Mais parfois, elles se rebellent. Un lion saute dans les gradins. La panique éclate. Des spectateurs fuient, d'autres tombent. Le chaos est total, vite réprimé par les gardes. On dit qu'un jour, l'empereur Titus fit entrer dans l'arène 5000 bêtes sauvages en un seul spectacle. 5000. Imaginez l'odeur du sang, les rugissements, les cris de la foule, l'air entier saturé de mort. Les Romains adoraient ces démonstrations de puissance. Elles prouvèrent que l'Empire dominait le monde, qu'aucune bête, aucun peuple ne pouvait lui résister. Mais pour vous, habitués à des eaux paisibles et à des spectacles sans violence, ce serait une vision insoutenable. Et ce n'est que le début. Car l'après-midi vient l'heure des exécutions. L'après-midi, quand le soleil tape fort et que la chaleur devient insupportable, l'arène change de décor. Car ce n'est plus le temps des gladiateurs, ni celui des bêtes sauvages. C'est le moment des exécutions publiques. Le peuple les attend presque avec plus d'impatience que les combats. Car là, la mort est certaine, inévitable, et parfois terriblement inventive. Les condamnés entrent dans l'arène, souvent nus, parfois vêtus de haillons ridicules. Ce sont des criminels, des esclaves en fuite, des prisonniers de guerre. Ils avancent, tremblants, sous les huées du public. Les bourreaux attendent, masqués, armés. Parfois, la mise à mort est simple, une décapitation, une crucifixion, une lapidation. Mais souvent, on cherche le spectaculaire. On attache les condamnés à des poteaux, on lâche des bêtes sauvages. Des lions, affamés depuis des jours, bondissent sur les corps sans défense. Le peuple rugit d'excitation, les enfants applaudissent, les mères sourient. Pour eux, c'est un divertissement. Pour vous, modernes, c'est une scène de cauchemar. Certains supplices sont inspirés de la mythologie. On fait rejouer des scènes tragiques. Un prisonnier incarne Orphée, déchiré par des bêtes. Un autre joue Icare, précipité du haut d'un échafaud. D'autres sont brûlés vifs, jetés aux chiens, noyés dans des bassins. La cruauté se mêle au théâtre. Les Romains applaudissent la mise en scène autant que la souffrance. Pour eux, c'est une leçon. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre. Quand les exécutions se terminent, l'arène est jonchée de cadavres, de sang, de viscères. On ratisse le sable, on en répand du nouveau. L'air empeste, mais la foule n'en a cure. Déjà, on attend le spectacle suivant. Car si le Colisée est le cœur des combats, il existe un autre lieu encore plus vaste, encore plus bruyant, le Circus Maximus. Là, ce ne sont pas 50 000 spectateurs, mais 200 000, entassés sur des gradins de pierre et de bois.
c'est le plus grand stade du monde antique, et il n'existe que pour une passion, les courses de chars. Imaginez, 4 équipes, 4 couleurs, les verts, les bleus, les rouges, les blancs. Chaque camp a ses partisans fanatiques, prêts à se battre, à parier des fortunes, à crier jusqu'à s'en évanouir. Quand les chars s'élancent, tirés par 4 chevaux lancés à pleine vitesse, la foule devient folle. Le tonnerre des sabots secoue le sol, le crissement des roues déchire l'air. Les conducteurs fouettent leurs chevaux, s'invectivent, se percutent. Les virages sont meurtriers. Les chars se renversent. Les chevaux s'écrasent. Les conducteurs sont traînés sur des dizaines de mètres, le corps broyé contre les pierres. La foule exulte, hurle, rit, pleure. C'est une marée humaine en délire. Certains conducteurs deviennent des stars, plus adulés que les généraux. Un certain Scorpius, au 1er siècle, aurait remporté plus de 2000 courses avant de mourir écrasé à 27 ans. Son nom résonnait dans toute la ville. Les enfants le connaissaient, les femmes le désiraient, les hommes le vénéraient. Mais sa gloire fut brève. Comme pour les gladiateurs, la mort guettait à chaque course. Les empereurs, eux, utilisent ces spectacles pour asseoir leur pouvoir. Panem et Circense, écrivait Juvénal, du pain et des jeux. Voilà ce qu'il fallait au peuple pour rester docile, du blé gratuit, distribué lors des famines, et des spectacles grandioses pour faire oublier la misère du quotidien. Les empereurs rivalisent d'inventivité. Titus inaugure le Colisée avec 100 jours de jeu. Trajan organise des combats avec 10 000 gladiateurs et 11 000 bêtes. L'empereur Commode, lui, descend dans l'arène, tue lui-même des animaux, combat des gladiateurs désarmés pour se donner des airs de héros. Le peuple acclame, rit, applaudit. Peu importe que l'Empire soit en crise, que les frontières s'effritent. Tant que les jeux continuent, Rome reste tranquille. Mais ces spectacles ont un prix. Chaque journée d'amphithéâtre coûte des fortunes. Des milliers d'animaux sont capturés, transportés, tués. Des centaines d'hommes meurent. Les provinces saignent pour satisfaire les caprices de Rome. L'Afrique est vidée de ses lions, l'Asie de ses tigres, l'Égypte de ses crocodiles. Les hommes, eux, ne sont que chair à spectacle. Pour les riches, c'est un luxe. Pour le peuple, une passion. Pour vous, modernes, ce serait une abomination. Vous sentez la chaleur des corps serrés, l'odeur du vin renversé, la poussière qui colle à la peau. Vous entendez le fracas des chars, les rugissements des bêtes, les hurlements des suppliciés. Vous voyez le sang, la sueur, les larmes. Et vous comprenez, à Rome, le spectacle est plus qu'un divertissement. C'est une religion du sang, du bruit et de la foule. Et vous, pourriez-vous y survivre? Une seule journée au Colisée, une seule après-midi au Circus Maximus suffirait à vous bouleverser. Pour un Romain, c'était la normalité. Pour vous, ce serait un traumatisme. Car derrière le marbre et la gloire, il n'y avait qu'un peuple avide de distraction, prêt à applaudir la mort comme un jeu. Au cœur de la société romaine, avant même l'armée ou le Sénat, il y a une cellule minuscule mais toute puissante, la famille. C'est elle qui structure l'existence, qui dicte la place de chacun, qui reflète la hiérarchie de l'Empire. Mais à Rome, la famille n'est pas une petite bulle d'amour et de tendresse. C'est une institution sévère, dominée par une figure centrale, presque sacrée, le pater familias. Le pater familias, c'est le père de famille, mais pas au sens moderne. C'est l'homme qui détient l'autorité absolue sur sa maison. Son pouvoir, qu'on appelle la patria potestas, est sans limite. Il peut décider du mariage de ses enfants, de leurs biens, de leur avenir. Il peut adopter, répudier, vendre et même condamner. En théorie, il a droit de vie et de mort sur tous les membres de son foyer, sa femme, ses enfants, ses esclaves. Dans la pratique, les excès sont parfois limités par les lois ou par la morale publique. Mais la théorie suffit à montrer le poids écrasant de son rôle. Imaginez un instant. Vous êtes né dans une insula, fils d'un petit artisan. Votre père règne sur vous. S'il veut vous marier à la fille d'un voisin, vous obéissez. S'il veut vous renier, vous partez sans rien. S'il veut vendre un de vos frères comme esclave pour payer ses dettes, il le fait. Et vous n'avez pas votre mot à dire.
Ce pouvoir dure jusqu'à la mort du père. Même adulte, même vieux, vous restez sous son autorité tant qu'il vit. Le mariage, lui, n'est pas une affaire de sentiment. C'est une alliance économique, politique, sociale. Les jeunes filles se marient souvent à 13 ou 14 ans, parfois plus tôt. Les garçons, vers 18 ou 20 ans. Les unions sont arrangées par les familles. L'amour n'est pas exclu, mais il vient après, s'il vient. Les femmes quittent la maison de leur père pour entrer dans celle de leur mari. Là, elles sont placées sous l'autorité d'un nouveau pater familias. Leur rôle ? Donner des enfants, gérer le foyer, tisser des alliances par leur statut. Et, pourtant, les femmes romaines ne sont pas invisibles. Elles participent aux repas, elles se montrent dans les rues, elles assistent aux spectacles. Certaines deviennent influentes, conseillères de leur mari ou de leur fils. Mais leur liberté est toujours limitée. Elles ne votent pas, ne siègent pas au Sénat, n'occupent pas de magistrature. Leur pouvoir reste indirect, subtil, exercé dans l'ombre. Les enfants, eux, grandissent dans un monde de discipline. À la naissance, ils sont présentés au père. Si celui-ci les accepte, on les garde. Sinon, on peut les abandonner, les exposer dans la rue ou sur une colline. Certains sont recueillis comme esclaves, d'autres meurent. C'est un tri impitoyable, mais commun. Ceux qui grandissent apprennent très tôt à obéir. Les garçons sont formés à lire, écrire, compter, surtout s'ils appartiennent à une famille aisée. Les filles apprennent à filer, tisser, tenir, une maison. Peu d'enfants connaissent une enfance insouciante. Très vite, ils deviennent utiles, à la ferme, à l'atelier, au marché. Et où vivent-ils, ces familles ? Tout dépend de leur richesse. Les plus fortunés habitent dans une domus, une maison spacieuse, parfois luxueuse. On y entre par un vestibule qui mène à l'atrium, une grande pièce ouverte où l'eau de pluie tombe dans un bassin central. Les murs sont ornés de fresques, le sol de mosaïques. Autour, des pièces servent de chambres, de salles à manger, de bureaux. Plus loin, un péristyle, une cour intérieure avec des colonnes et un jardin. Dans ces maisons, la lumière circule, l'air est plus pur, les repas plus abondants. Les esclaves s'affairent, les enfants jouent, les invités défilent. C'est une Rome d'élite, brillante et confortable. Mais la majorité vit dans des insulas, des immeubles de plusieurs étages, construits à la hâte, fragiles, dangereux. Les appartements sont minuscules, souvent une seule pièce pour une famille entière. Pas de cour, pas de jardin, pas de mosaïque. Juste des murs humides, un sol en terre battue, des lits de paille. L'eau n'arrive pas jusqu'aux étages supérieurs. Pas de toilettes privées, pas de cuisine. On mange dehors, dans des tavernes, où on achète de la nourriture à emporter. Les insulae sont des foyers d'incendie, d'effondrement, de misère. Et pourtant, elles abritent l'essentiel du peuple romain. Dans ces logements exigus, la promiscuité est totale. Les disputes éclatent entre voisins. Les pleurs des enfants se mêlent aux cris des marchands dans la rue. L'odeur des pots de chambre renversés par la fenêtre se confond avec celle des étals de poissons. Le silence n'existe jamais. Et pourtant, la vie continue. Les familles se serrent, s'entraident parfois, se supportent souvent. L'esclave, lui, fait partie d'eux, la famille au sens large. Il dort dans un coin, sur une natte. Il suit les enfants, prépare les repas, lave les vêtements. Il est partout et nulle part, invisible, mais indispensable. Certains esclaves sont traités durement, battus, humiliés. D'autres, plus instruits, deviennent précepteurs, comptables, médecins. Parfois, ils gagnent l'affection de leur maître et l'espoir d'être affranchis un jour. Mais tous vivent sous le joug. Leur vie n'appartient pas à eux-mêmes, mais à leur dominus. Voilà ce qu'est la famille romaine, une hiérarchie impitoyable, un mélange de devoirs et de contraintes, d'amour parfois, mais surtout de pouvoir. Rien n'est laissé au hasard. Le père décide, la femme obéit, l'enfant apprend, l'esclave sert. C'est une mécanique huilée qui reflète l'ordre même de Rome, une pyramide où chacun est à sa place, du sommet jusqu'à la base.
Le soir venu, la famille romaine se rassemble autour de la nourriture. Mais là encore, la vie diffère radicalement selon qu'on habite une domus de marbre ou une insula misérable. Le repas est un miroir social, une scène où s'exprime la richesse ou la pauvreté, le pouvoir ou la survie. Chez les riches, tout commence par le triclinium, la salle à manger. Son nom vient des lits disposés autour de la table, 3 couches où les convives s'allongent pour manger. On ne s'assoit pas, on se vautre. On tient la nourriture avec les doigts, parfois avec des cuillères. Les esclaves circulent en silence, apportant plats et boissons, essuyant les mains des invités, chassant les mouches. La salle est décorée de fresques colorées, de lampes à huile qui diffusent une lumière chaude. Le parfum de l'encens brûle dans un coin. Le banquet suit un ordre précis. D'abord le gustatio, une sorte d'entrée, œufs, olives, salades, parfois des huîtres ou des coquillages. Puis viennent les plats principaux, les prima mensa, viande rôtie, poisson grillé, gibier farci. Les cuisiniers rivalisent d'inventivité. On sert des porcs farcis de saucisses, des ponts aux plumes intactes, des flamants roses, des langues de perroquet, des murènes dressées dans des bassins. Le goût romain n'est pas celui de la simplicité, mais de l'excès, du surprenant, du rare. Plus c'est cher, plus c'est prestigieux. Enfin vient la secunda mensa, les desserts, fruits, gâteaux au miel, dattes fourrées, vin doux. Le vin, justement, coule à flot, mais jamais pur. On le mélange avec de l'eau, parfois avec du miel, des épices, des herbes. On le chauffe, on le parfume. Les invités boivent en riant, en déclamant des poèmes, en discutant politique. Certains s'enivrent, d'autres gardent la tête froide. Les banquets peuvent durer des heures, jusque tard dans la nuit. On y chante, on y joue de la musique, on y invite des danseuses, des acrobates, des conteurs. Parfois, les excès tournent à la vulgarité. Vomissements, disputes, orgies. Mais tout cela fait partie du jeu. Les sources antiques regorgent d'anecdotes. Pline l'Ancien raconte qu'on dépensait des fortunes pour un simple repas, équivalent à plusieurs années de salaire d'un soldat. Sénèque, philosophe stoïcien, dénonçait ces excès. Ils engloutissent des richesses pour les vomir. Aussitôt, Martial, lui, se moquait des invités maltraités, placés aux pires places et nourris de restes, pendant que les favoris du maître se régalaient. Car même à table, la hiérarchie se lie, les meilleurs morceaux pour les puissants, les miettes pour les autres. Dans les insulae, le décor est tout autre. Pas de triclinium, pas de fresques, pas de plats extravagants. Le repas souvent se prend dehors. Les logements sont si petits qu'on n'a pas de cuisine. Alors, on achète de la nourriture préparée, du pain, de la bouillie, des ragoûts, vendus dans des tavernes ou des échoppes. On mange debout, assis sur un tabouret, ou accroupi dans la rue. Le menu est simple. Pain noir, fèves, pois chiches, fromage, oignons. Parfois, un morceau de viande salée, un poisson séché. Le vin est coupé d'eau, acide, presque imbuvable, mais c'est tout ce qu'on a. Dans ces ruelles sombres, le repas est bruyant. Les enfants courent, les voisins se disputent, les ivrognes crient. On partage quand on peut, on se prive souvent. Les odeurs ne sont pas celles des épices et de l'encens, mais celles du poisson pourri, du vin aigre, de la fumée. Pourtant, même là, la famille se retrouve. On parle, on rit, on raconte des histoires. On savoure ce qu'on a, maigre mais vital. Les esclaves, eux, mangent à part, après leur maître. Un reste de pain, quelques légumes, de l'eau claire. Parfois, dans les grandes maisons, ils profitent des excès. Un os de viande, une coupe de vin. Mais le plus souvent, ils se contentent de peu. Ils observent les convives repus, puis se glissent dans l'ombre pour avaler en silence. Le repas, qu'il soit fastueux ou frugal, rythme la vie familiale. Mais il est aussi un outil de pouvoir. Offrir un banquet, c'est montrer sa richesse, sa générosité, son rang. Refuser d'inviter quelqu'un, c'est le rabaisser. Dans la Rome antique, la table est politique. Elle dit qui compte et qui ne compte pas. À Rome,
La religion n'est pas une affaire de foi intime, mais une affaire d'équilibre. Un équilibre fragile entre les hommes et les dieux, qu'il faut entretenir jour après jour, par des rites, des offrandes, des prières. Les Romains n'avaient pas besoin de croire profondément pour pratiquer. Il suffisait d'accomplir le rituel, correctement, minutieusement. L'essentiel n'était pas le cœur, mais la forme. Et c'est cela qui frappait tout étranger. Une ville où les dieux sont partout, visibles à chaque coin de rue, honorés dans chaque maison, invoqués dans chaque décision. La cité tout entière est placée sous la protection de Jupiter, le dieu suprême, maître de la foudre et du ciel. À ses côtés, Junon, protectrice des femmes et du mariage, et Minerve, déesse de la sagesse et des arts. Ce trio sacré domine le Capitole, où un temple majestueux s'élève, visible de toute la ville. Mais ce ne sont que les têtes d'un panthéon immense. Mars, dieu de la guerre, protecteur des armées. Vénus, déesse de l'amour, que César prétendait compter parmi ses ancêtres. Neptune, maître des mers. Mercure, messager rusé, patron des marchands. Saturne, ancien roi, dont les fêtes déchaînaient les foules en décembre. Chaque domaine de la vie avait son dieu, chaque moment son protecteur. Pour un Romain, vivre signifiait honorer ses divinités. Le matin, en ouvrant sa boutique, un marchand offrait un peu de vin à Mercure. Le soldat, avant de partir au combat, priait Mars. La femme enceinte appelait Junon Lucina. L'enfant, qui apprenait ses lettres, sacrifiait à Minerve. Même les moissons, le pain, le vin, avaient leur dieu propre. Cérès, Bacchus, tout était divinisé. Mais la religion romaine n'était pas seulement publique. Elle était aussi domestique, intime. Dans chaque maison, on entretenait un petit sanctuaire, le lararium. Là, dans une niche décorée, se trouvaient les statuettes, des lars et des pénates, esprits protecteurs du foyer et de la nourriture. Chaque jour, on leur offrait un peu de pain, de vin, d'huile. On les saluait au matin, on les remerciait le soir. Les enfants grandissaient en voyant ces gestes répétés, comme une routine sacrée. La maison elle-même vivait sous leur regard. Les santos, sacrifices rythmés à la vie. Un sacrifice, ce n'était pas une prière abstraite. C'était un acte concret. On menait un animal devant l'autel, un mouton, un porc, un taureau parfois. On le décorait de rubans, on le saupoudrait de farine. Puis le prêtre, vêtu de blanc, élevait les mains, prononçait les formules exactes, car la moindre erreur annulait tout. Ensuite, on abattait la bête, on recueillait son sang, on brûlait ses entrailles. La fumée montait vers les dieux, et les hommes mangèrent le reste. C'était un échange. Nous vous donnons, vous nous protégez. Dans les rues, les temples pullulaient. Chaque carrefour avait son autel, chaque colline son sanctuaire. Des processions traversèrent la ville, ornées de fleurs, accompagnées de musiciens. Les fêtes religieuses remplissèrent le calendrier. Les Lupercales, en février, où des jeunes hommes nus courèrent dans les rues en frappant les passants avec des lanières de peau de chèvre, pour porter chance et fertilité. Les Saturnales, en décembre, où l'ordre social s'inversait. Les esclaves devenaient maîtres pour un jour. Les banquets explosant de joie, les cadeaux circulaient. Rome vivait au rythme des dieux, comme une machine bien huilée. Mais la religion était aussi politique. Chaque victoire militaire, chaque nouvelle loi, chaque discours au Sénat devait être validé par les auspices. Les augures observaient le vol des oiseaux, l'appétit des poulets sacrés, les signes dans le ciel. Si les présages étaient en mauvais, on attendait, on retardait, on annulait. Un général pouvait différer une bataille parce que les poulets refusaient de manger. Cela vous paraît ridicule? Pour eux, c'était vital. Car si les dieux n'étaient ainsi pas favorables, tout était perdu. Égard à celui qui négligeait un rituel. Une cérémonie mal faite pouvait attirer la colère divine. Une prière oubliée, un sacrifice bâclé, et voilà la peste, la famine, la défaite. Le peuple tout entier en souffrait. Alors on recommençait, on multipliait les offrandes, on expiait les fautes. La religion était une obsession collective, une assurance contre l'inconnu. Imaginez-vous dans une domus au matin. Le pater familias allume une petite lampe
devant le lararium. Il verse quelques gouttes de vin, pose un morceau de pain. Ses enfants regardent, répètent les gestes. Les esclaves s'arrêtent un instant, baissent la tête. C'est un rituel, simple, mais il lie toute la maison. Sans lui, on se sentirait nu, exposé. Puis imaginez un sacrifice public. La foule est rassemblée devant le temple de Jupiter. Le taureau attend, massif, puissant. Le prêtre lève le bras, prononce les paroles « Sacré ». Le silence est total. Puis le couteau brille, le sang jaillit, la fumée monte. Les musiciens jouent, la foule acclame. Chacun repart rassuré. Les dieux ont reçu leur dû. Rome est protégée. Pour vous, modernes, cette omniprésence du sacré serait étouffante. Impossible de manger, de dormir, de voyager, de voter, sans invoquer un dieu, sans offrir quelque chose. Chaque geste était surveillé par l'invisible. La liberté n'existait pas. À Rome, la vie appartenait aux dieux. Si, les grands dieux, dominant les temples et les processions, la vie religieuse des Romains ne s'arrête pas là. Elle déborde dans les recoins les plus intimes du quotidien. Car Rome n'est pas seulement une ville de Jupiter et de Mars, c'est aussi une cité obsédée par les signes, les malédictions et la magie. Chaque Romain, riche ou pauvre, vivait entouré de superstitions. On craignait le mauvais œil, ce regard capable de porter malheur. Pour s'en protéger, on portait des amulettes, souvent en forme de phallus miniature ou de petites figurines grotesques. Les enfants en étaient couverts, suspendus autour de leur cou. Les portes des maisons en affichaient, sculptées dans la pierre. Rien n'était trop absurde pour écarter la malchance. Dans les campagnes, on gravait des tablettes de malédiction, des défictiones. On y inscrivait des formules contre un ennemi, un voisin, un rival amoureux. Ces plaques de plomb étaient ensuite jetées dans des puits, enterrées dans des tombes, confiées aux dieux infernaux. On y lisait des mots violents. Que Marcus perde sa voix, ses affaires, son sommeil. La magie noire cohabitait avec les sacrifices officiels, sans contradiction. Pour les Romains, tout pouvait être utile, si cela apaisait les forces invisibles. Les augures et aruspices, eux, restèrent des intermédiaires incontournables. Les uns observaient le vol des oiseaux, les autres lisaient à l'avenir dans les entrailles des animaux sacrifiés. L'aspect des foies, des cœurs, des poumons était scruté avec une minutie terrifiante. Si une tache, une excroissance paraissait anormale, c'était le signe d'une colère divine. Alors on recommençait le sacrifice, on redoublait les prières. Les affaires de l'État, les guerres, les traités, tout dépendait de ces lectures mystérieuses. Mais Rome, immense, ne pouvait se contenter de ses dieux natifs. Avec les conquêtes, des centaines de cultes étrangers pénétrèrent dans la ville. Isis, déesse égyptienne, séduit par son culte de la Renaissance et ses processions exotiques. Ses prêtres, vêtus de lin blanc, ses chants mystérieux, ses temples emplis d'encens fascinent les foules. Mitra, dieu d'origine perse, attire les soldats. Son culte secret, réservé aux hommes, se pratique dans des grottes ou des souterrains où l'on partage des repas sacrés. Cybèle, la grande mère venue d'Asie mineure, impose ses prêtres eunuques, qui frappent des tambours et se mutilent dans des transes violentes. Rome absorbe tout, tolère tout, tant que cela ne menace pas son ordre. Mais il y a une religion que Rome tolère mal, le christianisme naissant. Car les chrétiens refusent les sacrifices aux dieux traditionnels, refusent de saluer l'empereur comme une divinité. Pour l'État, c'est plus qu'une croyance, c'est une rébellion. Alors on les persécute, on les accuse d'athéisme, d'impiété, de trahison. Parfois, on les envoie dans l'arène, livrés aux bêtes, aux flammes. Leur foi, étrange et obstinée, choque les Romains. Mais elle grandit, lentement, irrésistiblement, jusqu'à transformer l'Empire lui-même. Et au sommet de tout cela, trône l'empereur. Depuis Auguste, il est plus qu'un homme. Il est un pont entre les dieux et les hommes. On le célèbre dans des temples, on lui offre des sacrifices, on érige des statues. Certains, comme Caligula ou Domitien, se prennent pour des dieux vivants, exigent qu'on les adore. D'autres se contentent d'un culte après leur mort. Mais tous participent à ce culte impérial, ciment qui unit les provinces et impose l'autorité de Rome.
Honorer l'empereur, c'est honorer Rome elle-même. Imaginez la ville un jour de fêtes religieuses. Les rues sont décorées, les temples pleins de fumée. Les prêtres avancent en procession, portant des torches, des statues, des encensoirs. La foule applaudit, prie, chante. Dans les maisons, les familles répètent les rites domestiques. Dans les souterrains, les adeptes de Mithra se rassemblent en secret. Dans les prisons, des chrétiens attendent leur jugement, murmurant leurs prières. Rome entière est une mosaïque de croyances, officielles et clandestines, bruyantes et discrètes. Et vous, modernes, pourriez-vous vivre ainsi, chaque geste soumis aux dieux, chaque décision suspendue à un présage, chaque fête une obligation? Impossible de séparer le profane du sacré. À Rome, la religion n'est pas un choix, mais un filet invisible qui enserre chaque vie. C'est à la fois une force et une prison. Une Rome sans Dieu, inimaginable. Une Rome sans rituel, impensable. Dans les rues animées de Rome, au lever du soleil, la ville s'éveille au son des marteaux, des scies, des cris des marchands. Car si l'Empire est grand, si ses temples brillent et ses routes s'étendent jusqu'aux confins du monde, c'est avant tout parce que des millions d'hommes et de femmes travaillent chaque jour, souvent dans la peine, parfois dans la misère. Rome n'est pas une cité de loisirs pour tous. C'est une fourmilière où le travail, libre ou forcé, rythme la vie. Pour les citoyens pauvres, le travail est d'abord une nécessité brutale. Dans les campagnes, des petits paysans cultivent quelques arpents de terre, hérités ou loués. Ils labourent avec des charrues rudimentaires, tirées par des bœufs fatigués. Ils sèment du blé, récoltent des olives, pressent du raisin. Leurs journées sont longues, harassantes, soumises aux caprices du climat. Une sécheresse, une invasion de criquets, et la récolte disparaît. Alors ils s'endettent, parfois jusqu'à perdre leurs terres. Beaucoup finissent par quitter les campagnes pour grossir la foule des miséreux de Rome, dépendant des distributions de blé. En ville, les métiers sont innombrables. Les boulangers travaillant dans des fours brûlants, pétrissant la pâte à la sueur de leur front, surveillant des meules actionnées par des esclaves ou des animaux. Les foulons, eux, lavent le linge dans l'urine, les jambes rougies par l'ammoniac. Les tailleurs de pierre manient le marteau et le burin, respirant la poussière, leurs mains couvertes de cale. Les forgerons martèlent le fer du matin au soir, leurs bras noircis de suie. Les potiers tournent, cuisent, empilent des amphores, destinés à transporter vin, huile et grains aux quatre coins de l'Empire. Chaque métier est dur, mal payé, précaire. Les clients discutent, marchandent, refusent de payer. Les incendies détruisent parfois les ateliers, les maladies guettent. Poumons encrassés, dos brisée, yeux abîmés par la fumée. Et pourtant, ces artisans constituent le cœur battant de la ville. Sans eux, pas de pain, pas de vêtements, pas de maison. Mais tous les métiers ne sont pas respectés. Certains sont jugés honorables, comme celui de médecin, d'avocat, de marchand. D'autres sont méprisés, considérés comme indignes d'un citoyen libre. Les prostituées, par exemple, travaillent dans des lupanars insalubres, éclairés de lampes fumeuses, alignés le long des rues. Leurs clients sont variés, soldats, marchands, esclaves. Leur vie est courte, marquée par la violence, les maladies, le mépris. Les acteurs aussi sont regardés avec suspicion. Leur art amuse, mais leur réputation est mauvaise. À Rome, le travail n'est pas seulement une question de survie, mais aussi de statut. Et pourtant, malgré cette effervescence, une vérité s'impose. Le travail libre ne suffit pas à faire tourner Rome. La machine gigantesque de l'Empire repose sur un pilier invisible mais essentiel, l'esclavage. Sans esclaves, pas d'agriculture de masse, pas de termes, pas de routes, pas d'aqueduc. L'esclave est partout. Dans les campagnes, il laboure, sème, moissonne. Sur les grands domaines, les latifundia, des centaines d'esclaves travaillent sous la surveillance d'intendants impitoyables. Ils vivent dans des baraques, mangent à peine, dorment peu. S'ils désobéissent, on les fouette, on les marque au fer rouge. Certains tentent de fuir, mais sont rattrapés, mutilés, crucifiés en exemple. En ville, l'esclave est plus présent mais pas moins contraint. Il sert à table,
préparent les repas, éduquent les enfants, soignent les malades. Certains sont instruits, Grecs capturés, médecins, secrétaires. Leur savoir est exploité pour le compte de leur maître. D'autres, moins chanceux, travaillent dans les égouts, les mines, les carrières. Là, la vie est courte, la mort fréquente. Dans les mines d'Espagne ou des Balkans, les esclaves descendent dans des galeries étroites, respirent la poussière, meurent étouffés ou écrasés. Le gladiateur est aussi un esclave. Vendu à une école spécialisée, il s'entraîne chaque jour, mange à sa faim, dort mieux que d'autres. Mais son horizon, c'est l'arène. Sa vie est courte, sanglante, vouée au divertissement. Certains deviennent célèbres, presque adulés. Mais la plupart meurent anonymes, au premier combat, dans l'oubli. Et puis, il y a les esclaves domestiques, ceux qui vivent au plus près de leur maître. Ils portent les vêtements, accompagnent dans la rue, massent, coiffent, chantent. Leur vie peut être douce ou terrible, selon l'humeur du dominus. Certains finissent par être affranchis, gagnant une semi-liberté, car l'affranchissement existe. Un maître peut libérer un esclave fidèle. Celui-ci devient alors affranchi, libre, mais reste lié à son ancien maître, son patronus. Il lui doit respect, parfois des services. Mais il peut travailler, s'enrichir, même devenir influent. Beaucoup d'affranchis prospèrent, ouvrent des commerces, dirigent des ateliers. Rome est cruelle, mais parfois, elle laisse une seconde chance. Le travail et l'esclavage forment un contraste violent. Pour le citoyen libre, travailler est difficile, mais nécessaire. Pour l'esclave, c'est une prison sans issue. Pourtant, sans eux, l'Empire s'écroulerait. Chaque pierre du Colisée, chaque amphore de vin, chaque route pavée porte la marque de leurs mains. Et vous, modernes, seriez-vous prêt à vivre cela? Travailler 16 heures par jour dans un atelier étouffant, laver le linge dans l'urine, respirer la poussière des carrières. Ou pire, être un esclave, vendu, battu, utilisé. Pour vous, ce serait insoutenable. Pour eux, c'était la norme. Parler du travail à Rome, c'est toujours revenir aux esclaves. Non pas parce qu'ils étaient seuls à œuvrer, mais parce qu'ils étaient partout. Dans la maison comme dans les champs, dans les mines comme dans les écoles, ils étaient la main-d'œuvre invisible et indispensable de l'Empire. Mais ce monde de l'esclavage n'était pas uniforme. Entre le gladiateur promis à la mort, le scribe cultivé qui copiait des manuscrits et l'esclave des mines enterré vivant dans la roche, les différences étaient vertigineuses. Certains, esclaves, paradoxalement, connaissaient une existence enviable par rapport aux libres pauvres. Les esclaves de maison, par exemple, vivaient au plus près de leur maître. Ils se levaient tôt, allumaient les lampes, apportèrent de l'eau pour la toilette, habillaient les enfants, coiffaient la maîtresse de maison. Ils connaissaient les secrets du foyer, entendèrent les disputes, voyèrent les amours cachés. Leur loyauté était récompensée parfois par de la nourriture meilleure, des vêtements moins misérables, et même une forme de confiance. Certains devenaient intendants, gérant les finances ou les biens. Mais cette proximité était une arme à double tranchant. Le maître pouvait aussi, d'un geste, les punir cruellement, les vendre ou les marquer. Il y avait aussi des esclaves, instruits, souvent grecs, capturés lors de guerres. Ceux-là devenaient précepteurs, médecins, secrétaires. Leur savoir faisait leur valeur. Ils lisaient, écrivaient, enseignaient. On les respectait parfois, mais jamais totalement. Quoi qu'il en soit, ils restaient des biens, évalués comme du bétail. Leur intelligence n'effaçait pas leur chaîne. Pourtant, pour certains maîtres, posséder un esclave érudit était un signe de prestige. À l'opposé, les esclaves des mines et des carrières vivaient l'enfer. Ils descendaient dans des galeries obscures, creusaient avec des outils rudimentaires, respiraient à la poussière. Ils mouraient jeunes, épuisés, étouffés, écrasés par des éboulements. Leur vie était si brève que les maîtres n'investissaient, même pas dans leur survie. On les remplaçait, comme on changeait un outil brisé. Ceux des carrières de pierre, qui extrayaient le marbre pour les temples et les statues, travaillaient sous un soleil de plomb, fouettés pour aller plus vite. Les gladiateurs, eux, étaient une catégorie à part. Vénérés par le public, mais méprisés par les élites, ils vivaient dans des écoles spécialisées, les ludis.
On les entraînait chaque jour, on les nourrissait bien, car leur corps était leur arme. Certains gagnaient une gloire immense, devenèrent les idoles du peuple, recevaient des cadeaux, des admiratrices. Mais leur horizon restait sanglant, l'arène, où la mort frappait sans prévenir. Leur vie était un spectacle, leur mort un divertissement. Malgré tout, Rome offrait une issue singulière, l'affranchissement. Un maître pouvait libérer son esclave par testament, par reconnaissance, ou même contre paiement. L'affranchi devenait alors un homme libre, mais restait, lié à son ancien maître, devenu son patronus. Il lui devait fidélité, service, parfois une partie de ses revenus. Mais il pouvait désormais posséder des biens, se marier légalement, transmettre à ses enfants. Beaucoup d'affranchis prospéraient. Certains ouvraient des ateliers, des commerces, des tavernes. D'autres devenaient si riches qu'ils surpassaient des citoyens de naissance. Les inscriptions retrouvées à Pompéi et ailleurs montrent des affranchis fiers de leur réussite. Des tombeaux somptueux, des fresques où ils se représentaient vêtus de toges, comme des citoyens. L'un d'eux, Trimalcion, est devenu célèbre grâce au roman de Pétrone, le Satyricon. Trimalcion, ancien esclave enrichi, organise des banquets extravagants, où il étale sa fortune avec ostentation. Il incarne à la fois la réussite et le ridicule des affranchis, libre, mais jamais totalement accepté par l'élite. Car l'esclavage n'était pas seulement une réalité économique, c'était aussi une frontière sociale. Un affranchi pouvait devenir riche, puissant, influent. Mais jamais il n'effaçait totalement la tache de son origine. Les familles de vieille noblesse, les sénateurs, les patriciens, voyaient toujours en lui un ancien esclave, un homme marqué par l'humiliation. L'intégration était possible, mais toujours fragile. La grandeur de Rome, avec ses forums étincelants, ses temples majestueux et ses statues de marbre, cache une réalité bien plus sombre, une ville dangereuse, instable, toujours au bord du chaos. Pour le voyageur moderne qui s'y aventurerait, chaque journée serait une lutte pour la survie. Car à Rome, les périls ne venaient pas seulement des guerres ou des invasions barbares. Ils étaient partout, tapis dans les rues, les maisons, les nuits. Le premier de ces dangers, et sans doute le plus redouté par les habitants, était l'incendie. Imaginez une ville où la majorité des logements du peuple sont des insulae, ces immeubles de plusieurs étages construits à la hâte. Les murs, fragiles, sont faits de briques mal cuites, parfois même de bois. Les étages supérieurs penchent dangereusement, ajoutés sans plan précis. Les escaliers grincent, étroits, sombres. Dans chaque appartement, on s'éclaire à la lampe à huile, on cuisine sur des braises, on chauffe dans des braseros. Une étincelle, une lampe renversée, un souffle de vent, et tout s'embrase. Les incendies se déclarent la nuit, quand les familles dorment, quand les ruelles sont silencieuses. Un cri retentit, les voisins s'agitent, les flammes lèchent déjà les planches. Dans ces immeubles serrés les uns contre les autres, il n'y a pas d'issue facile. Les escaliers s'effondrent, les gens se précipitent par les fenêtres, hurlant. Des familles entières sont piégées, étouffées par la fumée. Les toits s'écroulent dans un vacarme de pierre. En quelques heures, un quartier entier peut disparaître. Les Romains en avaient conscience. L'incendie était une menace, constante. C'est pour y faire face qu'Auguste créa une institution particulière, les vigiles. Ce corps de garde, à mi-chemin entre pompiers et policiers, parcourait la ville la nuit. Armés de seaux, de crocs, de haches, ils surveillaient, prêts à intervenir. Quand un feu éclatait, il formait une chaîne humaine, transportant l'eau dans des seaux depuis les fontaines. Ils abattaient des murs pour isoler les flammes, criaient aux habitants de fuir. Mais leur efficacité restait limitée. Les moyens étaient dérisoires face à l'ampleur des incendies. L'incendie le plus célèbre, bien sûr, fut celui de 64 après J.C., sous le règne de Néron. Pendant 6 jours, le feu ravagea Rome, détruisant des quartiers entiers. Les flammes illuminèrent la nuit. Les habitants fuyaient en masse, portant ce qu'ils pouvaient sauver. Un enfant, une jarre de grains, un dieu domestique. Quand enfin le feu s'éteignit,
il ne restait que des ruines fumantes. La rumeur prétendit que Néron avait lui-même ordonné l'incendie pour reconstruire la ville à son goût, et qu'il chantait pendant que Rome brûlait. Mythe ou réalité, peu importe. Cet événement marqua à jamais la mémoire de la ville. Même sans catastrophe de cette ampleur, chaque Romain craignait pour sa maison. Un père de famille vérifiait chaque soir que la lampe était bien éteinte, que les braises étaient couvertes. Mais que pouvait-il faire si le voisin d'au-dessus, négligent, laissait tomber une lampe? L'incendie, à Rome, ne respectait ni riches ni pauvres. Certes, les élites habitaient des domus plus sûrs, en pierre, plus espacés. Mais même elles pouvaient être touchées par le feu, qui courait dans les rues étroites. Et si le feu n'emportait pas les familles, c'étaient les immeubles eux-mêmes qui s'effondraient. Les insulae, construites à la va-vite, tenaient debout par miracle. Les propriétaires, avides de loyers, ajoutaient des étages supplémentaires sans renfort. Les murs craquaient, les poutres se fendaient. Un matin, un craquement sinistre retentissait, puis tout s'écroulait dans un nuage de poussière. Les habitants périssaient ensevelis, les voisins criaient, les vigiles accouraient trop tard. Martial et Juvénal, poètes satiriques, se moquaient de cette fragilité en vers mordants. Mais pour ceux qui vivaient là, ce n'était pas une plaisanterie, c'était une angoisse quotidienne. La nuit, Rome était encore plus effrayante. Sans lampadaire, sans réverbère, la ville plongeait dans une obscurité totale. Seules, quelques torches, quelques feux de cuisine jetaient des lueurs incertaines. Les ombres se multipliaient, les ruelles devenaient des pièges. Les voleurs rôdaient, les ivrognes sortaient des tavernes, les bandes de jeunes cherchèrent querelle. Sortir après le coucher du soleil, c'était prendre un risque. Même les riches, escortés d'esclaves portant des torches, pouvaient être attaqués. Les voyageurs modernes ont du mal à imaginer une capitale aussi grande, plongée dans le noir. Mais pour les Romains, c'était la norme. La nuit appartenait au danger. Les cris résonnaient, les disputes éclataient, les bagarres s'enchaînaient. Les vigiles tentaient de patrouiller, mais Rome était trop vaste. Alors chacun se barricadait, verrouillait sa porte, priait les dieux que rien n'arrive. Si le feu et les effondrements guettaient chaque habitant de Rome, un autre danger rôdait à chaque coin de rue. La criminalité. La capitale de l'Empire, grouillante de vie, était aussi un repère pour les voleurs, les escrocs et les assassins. Les poètes et moralistes de l'époque, comme Juvénal ou Sénèque, décrivent Rome la nuit comme un enfer de violence et d'ivresse. Dans les quartiers pauvres, les ruelles étroites servaient de terrain de chasse aux brigands. Les passants, isolés, étaient dépouillés de leurs bourses, de leurs sandales, parfois même de leurs tuniques. On attaquait vite, dans l'ombre, puis on disparaissait. Les marchés étaient infestés de pickpockets, habiles à couper les cordons de bourse, à dérober des bijoux. Les plus malchanceux se faisaient poignarder pour quelques pièces de cuivre. Les tavernes, bondées d'ivrognes, dégénéraient souvent en bagarre. Les soldats en permission, les marins, les esclaves affranchis s'y entassaient, buvant du vin aigre. Une dispute éclatait, un coup de poing, un couteau tiré, et le sang coulait. Les cris attiraient une foule, mais rarement la justice. À Faille, Rome, la vie humaine, surtout celle des pauvres, valait peu. Les bandes organisées, elles, inspiraient une terreur plus grande encore. De jeunes débauchés des familles riches formaient des groupes violents, ivres de pouvoir et de vin. Ils s'amusaient à frapper les passants, à violenter les femmes, à briser des boutiques. Protégés par leur nom illustre, ils échappèrent souvent aux punitions. La plèbe, impuissante, subissait leur arrogance. La justice romaine, loin d'être une protection égale pour tous, reflétait ces inégalités. Les riches pouvaient corrompre les juges, engager des avocats brillants, éviter les condamnations. Les pauvres, eux, subissaient la rigueur des lois. Le vol pouvait mener à la flagellation, l'exil ou la mort. Les esclaves n'avaient aucun droit. Ils étaient torturés pour témoigner, crucifiés pour avoir tenté de fuir. Dans les prisons, insalubres et bondées, on attendait son sort, souvent dans la maladie et la faim. Et puis, il y avait les exécutions, publiques, déjà évoquées au Colisée. Mais en dehors de l'arène, Rome connaissait aussi les crucifixions le long des routes, les décapitations sur les places.
Ces spectacles de mort servaient d'avertissement. Chaque citoyen savait. Rome punissait durement, parfois arbitrairement. Mais les grands crimes n'étaient pas les seuls périls. Le quotidien regorgeait de dangers plus banals, mais tout aussi mortels. Les chars lancés à pleine vitesse dans les rues pouvaient écraser les passants distraits. Les pierres se détachaient des façades mal construites, s'écrasant sur les têtes. Les toits de tuiles mal fixés s'effondraient lors des tempêtes. Les animaux errants, chiens et porcs, attaquaient parfois les enfants. Même traverser un carrefour encombré pouvait devenir une épreuve. Les témoignages antiques regorgent d'histoires effrayantes et cocasses. Juvénal raconte qu'il est dangereux de sortir la nuit, car une tuile lancée d'un toit peut vous assommer. D'autres évoquent les plaisanteries cruelles de voisins jetant des pots de chambre par la fenêtre, sans crier gare. Imaginez marcher dans une ruelle sombre et recevoir sur la tête une pluie d'excréments. Voilà la réalité du quotidien romain. Et puis, il y avait la peur invisible, celle du crime organisé par l'État lui-même. Les dénonciations, les complots, les purges impériales. Sous Néron, sous Domitien, une simple accusation de trahison suffisait pour perdre sa maison, sa liberté, sa vie. On vivait dans la crainte permanente de la rumeur, de la calomnie, du regard soupçonneux d'un voisin. Au total, Rome était un paradoxe. Cité de marbre et de gloire, mais aussi ville de danger constant. La grandeur des forums côtoyait la crasse des ruelles. Les triomphes militaires s'accompagnaient de peurs quotidiennes. On pouvait mourir dans l'incendie d'une insula, être poignardé dans une taverne ou écrasé par un char, tout cela dans la même semaine. Pour vous, modernes, habitués aux pompiers efficaces, à la police omniprésente, aux hôpitaux, Rome serait un cauchemar. Une ville splendide mais sans sécurité, où chaque instant pouvait basculer dans le drame. Fermez les yeux et imaginez-vous marcher dans ces rues. Le jour, la foule vous bouscule, les vendeurs crient, les chars foncent. La nuit, les ombres vous encerclent, les torches jettent des lueurs inquiétantes. Un cri retentit au loin. Vous serrez votre bourse contre votre poitrine, le cœur battant. À chaque coin de rue, un danger. Bienvenue à Rome. Après avoir traversé les périls des incendies, des crimes et des insalubrités, il faut se souvenir que Rome n'était pas seulement une ville de danger. Elle était aussi, et peut-être surtout, une ville de plaisir. L'Empire, immense et riche, offrait à ses habitants une profusion de distractions, de nourriture, de boissons et de spectacles. À Rome, on vivait vite, fort, bruyamment. Et pour beaucoup, l'excès n'était pas un défaut, c'était une vertu. Le premier de ces plaisirs incontournables était celui des thermes. Les bains publics étaient partout. Petits ou gigantesques, simples ou somptueux, ils accueillaient chaque jour des milliers de Romains. Le prix d'entrée était dérisoire, parfois gratuit grâce à des mécènes. On y allait pour se laver, bien sûr, mais aussi pour se détendre, discuter, rencontrer. Les thermes étaient des lieux sociaux, presque politiques. Sénateurs, marchands, artisans, esclaves affranchis, tous se croisaient dans la vapeur et l'eau chaude. Le rituel était précis. On commençait par un passage dans le vestiaire, où des esclaves gardèrent les vêtements. Puis venait le tépidarium, salle tiède, où l'on transpirait doucement. Ensuite, le caldarium, bouillant, saturé de vapeur, où l'on suait abondamment. On se faisait enduire d'huile, on grattait sa peau avec un strigile, on recevait des massages. Enfin, on terminait dans le frigidarium, plongé dans l'eau glacée qui saisissait le corps. C'était à la fois un nettoyage et une jouissance, une expérience sensorielle complète. Les plus grands thermes, comme ceux de Caracalla ou de Dioclétien, étaient de véritables palais. Des piscines immenses, des marbres colorés, des mosaïques éblouissantes. On y trouvait aussi des bibliothèques, des jardins, des salles de sport. Passer la journée entière au therme n'était pas rare. C'était une seconde maison, une extension du forum, mais en plus intime et agréable. Les tavernes, elles, proposaient d'autres plaisirs. Dans les rues bruyantes de Rome, elles se succédaient à chaque coin. Les pauvres y achetaient des repas simples,
du pain, du fromage, des ragoûts bon marché. On y buvait du vin épais, coupé d'eau ou parfumé d'épices. Les clients parlaient fort, riaient, chantaient. Les disputes éclataient vite, parfois terminées au couteau. Mais pour beaucoup, ces lieux étaient une échappatoire à la misère des insulae. Le vin, justement, était au centre de la culture romaine. On en buvait partout, à toute heure, dans toutes les classes sociales. Les riches avaient accès à des crus réputés, venus de Campanie, de Grèce, d'Asie mineure. Ils les faisaient vieillir dans des amphores, les servaient lors de banquets. Le peuple, lui, se contentait de vins grossiers, parfois coupés de résine ou d'eau de mer. Mais l'ivresse restait la même. Les excès de vin étaient fréquents, célébrés autant qu'ils étaient critiqués. Juvénal décrit Rome comme une ville de buveurs invétérés, où les nuits finissaient rarement sobres. Pour les élites, les banquets étaient l'apothéose du plaisir. Nous avons déjà évoqué ces festins, mais il faut insister sur leur dimension excessive. Les riches rivalisaient d'extravagance pour épater leurs invités. Certains servaient des plats préparés avec des ingrédients venus des confins de l'Empire. Huîtres de Bretagne, dattes de Syrie, poivre d'Inde. On organisait des repas où les mets changèrent de couleur, où les viandes étaient farcies d'autres viandes, où les oiseaux exotiques volaient dans la salle avant d'être servis. Pline l'Ancien raconte qu'on dépensait parfois l'équivalent d'un domaine entier pour un seul dîner. Sénèque, stoïcien austère, fulminait contre ces gaspillages. Ils vomissent pour manger, ils mangent pour vomir. Car oui, certains convives utilisaient des plumes pour se faire vomir au milieu du repas, afin de continuer à se gaver. L'excès n'était pas un accident, c'était un objectif. Mais les plaisirs ne se limitèrent pas à la nourriture et à l'alcool. La musique, les spectacles intimes, les danseuses, les poètes faisaient partie du banquet. On engageait des artistes pour flatter les oreilles des invités, des mimes pour les faire rire, des esclaves pour les divertir. Les soirées pouvaient tourner à l'orgie, mélangeant vin, sexe et rire. Les satiristes antiques regorgent d'anecdotes sur ces excès. Pour vous, modernes, ce serait une décadence choquante. Pour eux, c'était le sommet de la convivialité. Le peuple, lui, avait ses propres plaisirs, plus modestes mais tout aussi intenses. Les jeux de dés et de tuiles animaient les tavernes et les rues. On pariait surtout, le lancer d'un osselet, le résultat d'une course de chars, la victoire d'un gladiateur. Les gains pouvaient changer une journée de misère en nuit de fête. Mais les pertes ruinaient souvent des familles entières. Les autorités tentèrent parfois d'interdire ces jeux, mais sans succès. Le goût du risque était trop fort. La prostitution faisait aussi partie des plaisirs accessibles. Dans les lupanars, des prostituées alignées dans de petites chambres recevaient une clientèle variée. Les fresques de Pompéi montrent ces scènes sans pudeur, couples enlacés, positions explicites. Le sexe était un commerce, banal, sans mystère. Les tarifs variaient selon la beauté, l'âge, la renommée. C'était un plaisir brutal, souvent sordide, mais répandu. Au-delà de ces plaisirs du quotidien, il y avait aussi les fêtes publiques. Les Saturnales, par exemple, transformèrent la ville en un immense carnaval. Les rôles s'inversaient. Les esclaves devenaient maîtres le temps d'un repas, les maîtres servaient. On offrait des cadeaux, on buvait sans retenue, on se déchaînait dans les rues. Pendant quelques jours, l'ordre du monde était bouleversé, remplacé par la licence et la joie. La Rome antique, à travers tous ses plaisirs, révèle une vérité simple. Le goût de la vie y était insatiable. L'empire s'étendait. Les richesses affluaient. Les hommes voulaient en profiter. Même le peuple, malgré la misère, trouvait ses échappatoires dans le vin, les jeux, la fête. Pour les élites, la recherche du luxe et du raffinement était un moyen de se distinguer, mais aussi un piège. Plus ils possédaient, plus ils voulaient impressionner. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous entrant dans un triclinium décoré de mosaïques. Les lampes jettent une lumière dorée. Un esclave verse du vin dans votre coupe. Devant vous, un plat extravagant, un sanglier entier, farci de fruits et d'oiseaux. À votre gauche, un poète déclame des vers. À votre droite, une danseuse tournoie. Le parfum des fleurs et de l'encens flotte dans l'air. Vous riez, vous buvez, vous mangez,
Et pourtant, dans un coin, un esclave observe, silencieux, prêt à obéir. Voilà le paradoxe de Rome. L'excès des uns reposait sur la servitude des autres. Si le peuple trouvait son bonheur dans les tavernes et les jeux, les élites, elles, poussèrent les plaisirs jusqu'à l'extravagance. L'histoire romaine regorge d'anecdotes où la démesure devient presque grotesque. Pour les sénateurs, les chevaliers et surtout les empereurs, chaque repas, chaque fête était une occasion de démontrer sa puissance à travers le luxe et l'excès. Les banquets des plus riches atteignaient des sommets d'absurdité. On raconte que Lucullus, général célèbre pour sa fortune, organisait des repas dans lesquels chaque salle de sa maison avait son propre thème culinaire. Selon la pièce où l'on s'installait, on dégustait un menu différent, plus extravagant encore que le précédent. Le nom de Lucullus est d'ailleurs resté synonyme de luxe démesuré. Certains empereurs rivalisaient en extravagance. Néron, par exemple, organisait des fêtes où des plafonds mobiles laissaient tomber des pluies de fleurs sur les convives. Des parfums précieux coulaient en pluie légère, étourdissant les invités. Des bateaux entiers étaient transformés en salles de banquets flottantes, ornées de marbre et de dorure. Les récits rapportent des festins qui duraient des jours, où l'on consommait sans jamais s'arrêter, entrecoupés de spectacles de musique et de théâtre. Héliogabale, empereur du IIIe siècle, battit sans doute tous les records. Sa réputation, colportée par les chroniqueurs, évoque des repas où les convives étaient servis avec des plats extravagants, des langues de flamand rose, des cervelles d'autruche, des anguilles garnies de pierres précieuses. Certains invités, piégés par la profusion, mouraient étouffés sous les fleurs tombées du plafond. Héliogabale aimait aussi choquer. Il installait des convives aux places d'honneur, puis leur servait des plats ridiculement simples, tandis que les plus humbles recevaient des mets délicats. C'était une mise en scène cruelle, destinée à troubler les convenances. Ces excès choquaient certains penseurs. Sénèque, stoïcien austère, dénonçait la folie d'une élite qui engloutissait des fortunes pendant que le peuple peinait à se nourrir. Dans ses lettres, il décrit avec mépris ces hommes qui vomissent pour mieux manger et qui ne connaissent plus la mesure. Pour lui, ces excès annonçaient la décadence morale de Rome, une perte de discipline qui affaiblissait l'Empire. Les satiristes comme Juvénal ou Martial s'en donnaient à cœur joie. Ils se moquaient de ces nouveaux riches qui, hier esclaves ou fils de marchands, étalèrent désormais leur fortune en banquets ridicules. Ils décrivaient des hôtes qui servaient du vin médiocre à certains invités, pendant que d'autres recevaient les meilleurs crus. Le banquet, censé être un moment de partage, devenait le théâtre de la hiérarchie sociale, une scène où chacun savait sa place. Mais les plaisirs ne se limitaient pas à la table. Le sexe et la sensualité occupaient aussi une place centrale. Dans les villas des riches, les fresques érotiques ornaient les murs, les statues de Vénus décoraient les jardins. Les prostituées de luxe, appelées mérétrices, offraient leur charme dans des maisons élégantes. Certaines étaient célèbres, courtisées par des sénateurs, mentionnées dans les poèmes. Pour les plus pauvres, les lupanars offraient des plaisirs plus bruts, mais tout aussi recherchés. L'orgie, au sens romain, n'était pas nécessairement une partouze débridée, comme l'imaginaire moderne le pense. Elle était d'abord un excès, une perte de contrôle, un banquet où l'on franchissait toutes les limites de la bienséance. L'alcool, la nourriture, le sexe, la musique, tout s'y mêlait. Les nuits pouvaient durer jusqu'à l'aube, se terminant dans le désordre et la fatigue. Pour certains Romains, c'était un moyen de se libérer, de se défouler. Pour d'autres, c'était une déchéance. Même les jeux, déjà évoqués, avaient leur part d'excès. Les courses de chars dans le Circus Maximus attiraient des foules immenses, passionnées au point de provoquer des émeutes. Les supporters des différentes factions, les verts, les bleus, les rouges, les blancs, se battaient comme des hooligans modernes. Les paris atteignaient des sommes faramineuses, ruinant certains, enrichissant d'autres. L'adrénaline des courses, la vitesse, les accidents spectaculaires, tout cela nourrissait une passion collective. Les gladiateurs, eux aussi, représentaient un plaisir extrême, une jouissance paradoxale. Le peuple se pressait pour voir le sang couler,
pour acclamer un vainqueur, pour décider de la vie ou de la mort d'un vaincu. Les élites y voyaient une démonstration de puissance. Offrir des jeux, c'était acheter la faveur du peuple. Mais là encore, l'excès dominait. On organisait parfois des centaines de combats en une seule journée, jusqu'à épuiser les combattants et les bêtes. Ces excès, pour un observateur moderne, peuvent sembler monstrueux. Mais pour les Romains, ils étaient le reflet de leur rapport au monde. L'Empire avait conquis des terres immenses, amassé des richesses colossales. Il semblait invincible, éternel. Alors, pourquoi se priver? Le plaisir était une récompense, une preuve de puissance, un droit naturel. Pourtant, ces plaisirs avaient un revers. Ils creusaient les inégalités, accentuaient le mépris entre riches et pauvres, alimentaient la jalousie et la colère. Ils nourrissaient aussi une décadence morale qui, aux yeux de certains, annonçait la chute future de Rome. Car un peuple habitué à l'excès perdait peu à peu le sens de l'effort et de la discipline. Fermez les yeux et imaginez un instant l'une de ces nuits. Dans une villa luxueuse, le marbre brille sous la lumière des lampes. Les convives, alourdis de nourriture et de vin, rient bruyamment. Des esclaves passent, portant encore des plats extravagants. Dans un coin, des musiciens jouent, tandis que des danseuses s'élancent. Plus loin, des couples s'embrassent, s'étreignent. L'air est saturé de parfums, de fumée, de rire. C'est la fête, l'oubli, l'excès. Puis ouvrez les yeux et rappelez-vous que, dehors, dans les ruelles sombres, d'autres Romains s'endorment le ventre vide, serrés dans une insula humide. Voilà le contraste éternel de Rome, la démesure des plaisirs d'un côté, la dureté impitoyable de la survie de l'autre. Le soleil décline sur Rome, l'ombre des collines s'allonge, les colonnes des temples s'embrasent d'une lumière rougeâtre, et les cris des marchands s'éteignent peu à peu. La ville, qui a rugi toute la journée de bruits de chars, de marteaux et de clameurs, entre dans une autre phase de son existence, la nuit. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la nuit romaine n'est pas synonyme de repos paisible. C'est un moment ambigu, fait à la fois de calme apparent et de menaces invisibles, un temps où les rôles se renversent, où les dangers se multiplient. Dans les insulae, ces immeubles bondés, les familles se retrouvent autour d'un repas frugal. Une galette de blé, quelques légumes, parfois un peu de fromage ou d'olive. Pour les plus chanceux, un morceau de viande de porc séchée ou un poisson salé acheté au marché le matin. Le repas se prend à la lumière vacillante d'une lampe à huile, dont la fumée assombrit déjà les plafonds. Les enfants s'assoupissent vite, roulés dans des couvertures rêches, tandis que les adultes discutent à voix basse des dettes, du prix du blé ou des rumeurs qui courent sur l'empereur. Chez les riches, la soirée est bien différente. Dans une domus cossue, les lampes à huile diffusent une lumière dorée sur les mosaïques des sols. Le maître de maison reçoit quelques invités pour un dernier verre, ou profite d'un banquet qui s'étire jusque tard dans la nuit. Des setpeth, esclaves apportent des plateaux de fruits, de gâteaux au miel, des amphores de vin raffiné. Dans les jardins intérieurs, le murmure d'une fontaine apaise l'atmosphère, tandis qu'un musicien joue doucement de la lyre. Les rires fusent. Les conversations politiques ou philosophiques s'enflamment. Pour ces élites, la nuit est encore un prolongement du jour, un luxe que l'on savoure sans crainte. Mais pour les esclaves, la tombée du soir n'apporte aucun répit. Dans les cuisines, on nettoie, on range, on prépare le pain du lendemain. Les esclaves de maison veillent sur leur maître, prêts à répondre à leurs moindres caprices nocturnes. Ceux des rues poursuivent leur labeur. Porteurs, prostituées, vendeurs ambulants. La ville ne dort jamais vraiment, et les plus pauvres travaillent quand les autres dorment. Dehors, dans les ruelles étroites, l'obscurité s'installe. Pas de réverbères, pas de lampadaires. La lune et les étoiles, parfois quelques torches fixées au mur, sont les seuls guides. Les pavés disparaissent sous les ombres, les bruits se déforment. Un pas qui résonne peut être celui d'un voisin ou d'un voleur. Les chiens errants aboient, fouillent les déchets. Des ivrognes sortent titubants des tavernes, chantant à tue-tête avant de disparaître dans l'ombre. La nuit romaine est dangereuse. Les vigiles patrouillent, certes, mais Rome est immense, labyrinthique.
Impossible de surveiller chaque ruelle. Alors les habitants se barricadent. Les portes des insulae sont fermées à double tour, les volets cloués. Les familles prient les lares domestiques avant de se coucher, demandant protection contre le feu, le vol, les maladies. Mais rien n'est assuré. Dans une ville de près d'1 million d'habitants, l'insécurité est partout. Un incendie peut éclater à tout moment. Une lampe renversée, une braise tombée, et tout un immeuble s'embrase. Les cris réveillent. Les voisins, les familles fuient dans la panique. Certains sautent par les fenêtres. Les vigiles arrivent avec leurs seaux et leurs crocs, mais trop tard souvent. Le feu lèche les façades, court de toit en toit. La nuit s'illumine d'une lueur rouge. Les ombres dansent sur les murs. La fumée étouffe les rues. Les habitants fuient, serrant contre eux leurs enfants, une couverture, parfois une statue domestique, dernier lien avec les dieux protecteurs. Mais même sans incendie, la nuit reste périlleuse. Les ruelles sont le royaume des voleurs. Des bandes attendent le voyageur imprudent. Ils le dépouillent, parfois le frappent, disparaissent avant que quiconque ne réagisse. Les poètes antiques le rappellent. Mieux vaut ne jamais sortir seul après le coucher du soleil. Même accompagné, le danger rôde. Des pierres jetées d'un toit, une tuile qui tombe, un pot de chambre vidé par une fenêtre. Tout peut arriver dans une ville sans lumière et sans règles nocturnes. Pourtant, la nuit n'est pas que menace. Elle est aussi un temps de plaisir et de liberté. Les tavernes, les bordels, les petites fêtes privées s'animent. Les jeux de dés résonnent dans les arrière-salles enfumées. Les chants montent des ruelles, portés par des groupes d'amis. Certains philosophes aiment se promener la nuit, trouvant dans le silence une inspiration particulière. Rome ne dort jamais tout à fait. Elle change simplement de visage, celui d'une cité plus brute, plus crue, plus imprévisible. Fermez les yeux un instant. Imaginez que vous êtes dans une insula, allongé sur une paillasse. Les bruits de la ville filtrent à travers les murs. Un rire au loin, le pas lourd d'un char tardif, l'aboiement d'un chien. L'air est lourd, chargé, d'odeurs d'huile, de fumée, de poussière. Votre cœur bat plus vite à chaque craquement du bois, à chaque ombre qui passe sous la porte. Allez-vous survivre à la nuit ? La nuit romaine s'étire lentement, pesante, étouffante. Dans les insulae, certains parviennent à s'endormir malgré la chaleur et les odeurs, roulés dans des couvertures rêches. D'autres restent éveillés, inquiets, l'oreille tendue au moindre bruit. Le craquement d'une poutre, le souffle d'un vent chargé de fumée, un pas dans l'escalier, tout devient menace. Le sommeil, rare et fragile, n'est jamais garanti. Dans les domus des riches, la nuit est plus douce. On y veille tard, on discute encore, on déguste les derniers verres de vin. Quand enfin les lampes sont éteintes, le silence se fait dans les atriums, ponctué seulement par le murmure des fontaines. Mais même là, le danger rôde. Un incendie, une révolte d'esclaves, un cambriolage audacieux. La richesse attire autant qu'elle protège. Dans les rues, la vie continue malgré tout. Les prostituées attendent au carrefour, les joueurs de dés prolongent leur partie dans les tavernes enfumées. Les chanteurs ambulants entonnent des ballades pour quelques pièces. Les chiens errants fouillent les ordures, grognant les uns contre les autres. Les vigiles, fatigués, passent en rondes irrégulières, mais Rome est trop vaste pour eux. Ici et là, une bagarre éclate, un cri se perd dans la nuit. La ville respire, mais dans une atmosphère de tension permanente. Peu à peu, la nuit s'allège, le ciel s'éclaircit à l'est, les premières lueurs de l'aube percent derrière les collines. Rome s'éveille de nouveau. Les artisans reprennent leur travail. Les marchés se préparent. Les cris des vendeurs montent déjà. Les chars reprennent leur course bruyante dans les rues pavées. La ville, insatiable, redémarre son cycle quotidien. Pour vous, voyageurs modernes, cette journée aura semblé interminable. Vous avez traversé les odeurs nauséabondes des rues, supporté l'insalubrité des insulae, frôlé la famine et la maladie. Vous avez vu les excès des riches, les souffrances des esclaves, les plaisirs populaires et les excès grotesques des élites. Vous avez entendu les rires, mais aussi les cris de douleur. Vous avez senti la chaleur, la poussière, la fumée, le vin et le sang. Alors, tenez-vous encore debout ? Car la vérité est là,
À Rome, survivre n'est pas un exploit. Héroïque, c'est un combat quotidien. Chaque instant est une lutte contre la faim, le feu, la maladie, l'injustice. Même les plus puissants ne sont jamais à l'abri des complots, des accusations, des révoltes. Et les plus pauvres, eux, se battent simplement pour tenir une journée de plus. Fermez les yeux encore une fois. Imaginez que vous êtes ce Romain anonyme, habitant d'une insula délabrée, ou peut-être cet esclave sans nom, courbé sous la charge. Le soleil se lève à nouveau, les mêmes gestes recommencent, les mêmes dangers reviennent. Une vie entière à répéter ce cycle, sans répit, sans promesse d'amélioration. Vous, moderne, habitué à l'eau courante, à l'électricité, aux soins médicaux, tiendriez-vous vraiment plus de quelques heures dans cet univers? Probablement pas. La fatigue, l'angoisse, la saleté, les dangers constants vous écraseraient. Rome, pour vous, serait un cauchemar. Et pourtant, des millions d'hommes et de femmes y ont vécu, aimé, ri, prié. Ils ont construit des routes, élevé des temples, inventé des lois. Leur monde, aussi cruel qu'il puisse paraître, a façonné le nôtre. Rome, malgré ses dangers, a survécu pendant des siècles. Alors ce soir, alors que vous écoutez ces histoires, confortablement allongé dans votre lit, demandez-vous, depuis quel endroit m'écoutez-vous? Dans quel pays? À quelle heure? De la nuit, car ici, à Rome, il est déjà l'aube. Les coqs chantent, les marchés s'ouvrent, la ville gronde de nouveau. Et vous, seriez-vous prêt à recommencer? Et voilà. Vous venez de traverser une journée entière dans la Rome antique. Vous avez senti la poussière, la chaleur, les odeurs, entendu les bruits, les rires et les cris. Vous avez vu les richesses, les excès, mais aussi la misère et les dangers. Alors, tenez-vous encore debout? Ou avez-vous déjà l'impression que 5 minutes suffiraient pour vous épuiser? Si cette immersion vous a plu, je vous invite à soutenir la chaîne. Un petit j'aime et un abonnement. Et pourquoi pas me dire dans les commentaires depuis quel endroit et à quelle heure vous m'écoutez ce soir. Merci d'avoir voyagé si loin dans le temps avec moi. Reposez-vous maintenant et laissez l'histoire vous bercer jusqu'au sommeil.